Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. La Guinée toujours aux heures des escalades et de la crise politique. Évidemment, en toile de fond, le scrutin, le double scrutin législatif doublé au référendum constitutionnel qui doivent se tenir le 1er mars avec une forte opposition du FNDC, mais aussi de l'opposition politique, des lendemains un peu surchauffés que tout le monde craint, évidemment. Le FNDC qui décide dès demain jeudi d'appeler à la mobilisation ses partisans. C'est pour bien entendu cela que nous donnons la parole aujourd'hui à M. Cellou Dalein Diallo. Il est président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne qui revient sur l'ensemble de ces sujets, de ceux qui ont comme marge de manœuvre pour pouvoir, comme ils l'entendent, empêcher ce double scrutin le dimanche à venir. Monsieur Diallo qui nous reçoit ici dans ces locaux. Monsieur le Président, merci de nous recevoir une fois encore. Merci, soyez les bienvenus dans mes modestes locaux. Merci de la disponibilité. Alors, première question d'abord, c'est Alpha Condé une fois encore. Dans ses récentes sorties qui sans cesse vous indexent, s'attaquent à vous. Il vous a récemment accusé, vous et Sidia Touré bien sûr, de vous être vendu vous-même, à vous-même des deniers publics, notamment votre logement. Qu'est-ce que vous avez comme réponse face à cela? Parce que c'était devant une foule compacte, mais aussi transmis dans les médias. Les citoyens ont écouté. Est-ce que vous reconnaissez ces accusations ou est-ce qu'elles ne sont pas fondées? D'abord, il faut faire le constat que Alpha Condé revient sur ce passé un peu lointain et en voulant attribuer à ses adversaires, et à ses adversaires seulement, la responsabilité de tout ce qui n'a pas très bien marché, alors qu'il est entouré que de ministres et de ministres puissants de Lansana Conté. Mais ceux-ci, ils trouvent qu'ils ont eu des gestions vertueuses, rigoureuses, qui sont imposées une discipline. Mais ceux qui sont ses opposants, c'était des délinquants qui sont détournés des deniers publics. Alors, vous pouvez citer, il dira que Kassori était vraiment un homme vertueux, Kirdi Bangoura, Madikaba Kamara, longtemps ministre des Finances, Kaifala Yansane, mon frère, cousin Elad Selou, tous ceux qui sont avec lui sont bons, tous ceux qui sont contre lui sont mauvais. Et bon, moi j'ai dit, la gestion au sein du gouvernement de Lansana Conté, j'en suis fier, j'ai des résultats visibles. J'ai été ministre des Travaux publics, j'ai été ministre des Télécommunications, j'ai été pour une année ministre du Tourisme et ministre de la Pêche, mais dans tout ça, j'ai laissé des traces dont je suis très fier. Au niveau des travaux publics, les routes sont là, que ce soit l'autoroute Conakry-Bessia avec les échangeurs que vous voyez aujourd'hui, que ce soit le pont sur la Fatala, que ce soit la route Kouroussa-Kankan avec le pont sur le Niger à Irikiri, que ce soit Kankan-Kouré-Malé, 217 km, avec le pont sur le Niger à Yelibakoro, un pont de 500 mètres, que ce soit le pont sur le Tenkiso à l'entrée de Sigiri, que ce soit la route Sérédou-Zéreké-Lola et le pont sur le Diani à la place du Bac. Moi j'ai un bilan dont je suis très fier. Maintenant, est-ce que lorsque le président de la République a décidé de me vendre une maison, moi je n'en avais pas fait la demande, il a pris un décret, je l'ai acheté au prix du marché, après une évaluation objective, et sur la base d'un emprunt contracté auprès de la Société Générale de la Banque. Vous avez toute la documentation? Toute la documentation, j'ai le fond de... C'était un bâtiment que j'habitais, je ne pouvais pas me le vendre. Il a fallu un décret du président de la République qui me l'a proposé et qui l'a fait, il a procédé à l'évaluation. Monsieur Foromo est là, ministre de l'Urbanisme, il a envoyé les équipes, ils ont évalué autour du marché. J'ai adressé une demande de crédit à la Société Générale qui a acheté et qui a pris l'hypothèque sur la maison et j'ai remboursé ses prêts pendant 6 ans. Bien. Bon, maintenant c'est ça le problème. À chaque fois, il dit, ouais, c'est lourd, c'est eux qui ont mis l'économie à genoux. J'ai été Premier ministre 14 mois. J'ai été ministre presque une dizaine d'années dans des départements où vraiment j'ai travaillé. Le schéma directeur du tourisme, lorsque j'étais ministre du tourisme, dès que je suis arrivé, j'ai commandé un schéma directeur du tourisme pour qu'on ait une visibilité de ce qu'on doit faire. L'organisation internationale, l'organisation mondiale du tourisme est venue de me faire un schéma directeur. Lorsque j'ai arrivé à la pêche, j'ai commencé par faire une lettre de politique de la pêche parce qu'il n'y en a pas. Au ministère des Travaux publics, j'ai fait élaborer une lettre de politique aussi dans le secteur. Je l'ai achevée d'ailleurs parce qu'elle avait été commencée par mon grand frère, le vieux Cellou. Donc, ce que nous avons fait ensemble
beaucoup de gens là, les Madikaba, les Kassori, les Kiridi, Bangoura, tout ce qu'on a fait ensemble, moi, ils savent bien ce qu'on a fait. Moi, je me suis imposé, M. Alpha Condé m'a fait auditer, beaucoup d'autres avant lui ont essayé de me salir pour me disqualifier. Malheureusement, il n'y a aucune preuve, c'est des affirmations gratuites, des contre-vérités qu'on continue de proférer. Heureusement, les Guinéens comprennent. Malgré cette campagne, eh bien, à chaque élection, les gens montrent, malgré la fraude, que j'ai leur confiance et je m'en réjouis. Bien. Donc ça veut dire que, parce que ces accusations ont été portées contre vous dans son bastion électoral en Haute-Guinée, ce que vous voulez dire là en répondant, ça veut dire que vous avez plus travaillé quand vous étiez dans le régime Conté pour cette région que lui, aujourd'hui président, avec toutes ces infrastructures que vous venez de citer, qui tiennent encore, qui résistent à au temps. C'est ce que vous voulez dire. Vous avez plus c'est à vous d'évaluer ça. Je ne fais pas de comparaison. Mais regardez aujourd'hui les infrastructures routières qui sont en Guinée. Et par rapport aux nombreuses promesses qu'il avait faites pendant la campagne. C'est à vous de comparer. Moi, je ne me compare pas à lui. Lui, il aime se comparer au Premier ministre, aux anciens. Bien. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de maladresses, beaucoup de fautes graves commises, mais il estime qu'avant, c'est les premiers ministres qui étaient responsables, ce n'est pas le président de la République. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ce qui se fait dans le pays, c'est Mohamed Fofana, c'est Yula, ou c'est Kirdi, ou c'est Kassori qui sont responsables, et que lui, il n'a plus aucune responsabilité? Tous les marchés de gré à gré qu'il a ordonné d'attribuer, de suspendre les appels d'offres donnés à ses parents, à ses amis africains, est-ce qu'on peut toujours dire ça, que c'est le fait du Premier ministre? Est-ce que c'est le fait des Premiers ministres? Chaque ministre est responsable d'un secteur. Bien. Le secteur dont j'ai assumé la direction, eh bien, on peut faire le bilan. Et Voilà. moi, j'ai fait introduire Internet en Guinée, ici. C'est moi qui ai négocié avec l'initiative pour faire bénéficier la Guinée de l'initiative de l'Inde. Et au niveau des infrastructures, je ne reviens pas là-dessus, parce que j'ai cité déjà tout ce que j'ai pu faire. Pas tout d'ailleurs, une bonne partie, mais moi, je suis fier. Et j'ai fait ça parfois avec des gens qui sont avec lui. Bien. Dans le cadre de la coopération entre ministres, pour la 2x2 Tombo Bessia, j'ai commencé avec Kassori, le ministre des Finances. On a fait des voyages, on est allé au Koweït, on est allé en Arabie Saoudite pour défendre ce projet. Lorsque Kassori est parti, j'ai continué avec Cheikh. On a fait tout ça et tous les accords de presse, c'est moi qui les ai signés au compte du ministère de l'économie et des finances qui était le seul compétent pour contracter des emprunts. Mais compte tenu de la confiance que Cheikh me portait, il m'a donné mandat d'aller négocier à son nom et pour ces emprunts pour réaliser ces infrastructures. Donc c'est des accusations. Mais vous savez, j'ai dit hier que Alpha n'est pas le président, il est l'opposant à ses loups. C'est-à-dire tout le temps, il faut qu'il me cite comme étant, voilà, il n'a pas trouvé de pays, il n'a pas trouvé d'État, il a trouvé un pays. Maintenant, il a même détruit le pays parce qu'il a détruit l'unité de ce pays. Il a instauré un tribalisme primaire et des contradictions entre les communautés au point qu'aujourd'hui, il n'y a ni État, il n'y a ni pays. Et tout ça sera à reconstruire demain lorsqu'il ne sera pas là. Bien. Alors, parlons d'actualité une fois encore. Votre dernière sortie en FNDC, vous avez pris une décision forte, très sérieuse, que d'autres qualifient, on va dire, de dangereuse aujourd'hui en parlant de décision, celle de ne plus reconnaître Alpha Condé comme chef d'État, étant donné que son mandat court jusqu'en fin 2020. Quelle est la motivation principale? Quels sont les arguments qui vous ont amené à ne plus lui reconnaître ce statut dorénavant? Nous n'avons fait qu'interpréter la loi. Le président de la République a prêté un serment, s'engageant à respecter et à faire respecter la Constitution. Lui-même, au terme du serment, il a demandé qu'en cas de parjure, qu'il connaisse la rigueur de la loi. Qu'est-ce qui est prévu en cas de parjure? C'est la destitution du président par la Haute Cour de justice. Et M. Alpha Condé a pris soin de ne pas la mettre en place pour se garantir une impunité totale. Quelle est cette parjure dont il s'est rendu coupable entre-temps? Il veut modifier la Constitution. La Constitution, ce qu'il est en train de faire, cette Constitution n'a pas prévu de disposition permettant de l'abroger. Il veut la faire abroger par une Constitution. Il n'a pas ce droit. Dans le cadre d'une continuité de fonctionnement des institutions.
il est élu sur la base de cette constitution. Le président de l'Assemblée est encore là, la Cour constitutionnelle, même s'il y a eu un coup d'État qu'elle a perpétré là pour en faire partir Khalifa Sall, et la Cour suprême, toutes les institutions sont sur place. On ne peut pas dire, bon, on change de constitution, on amende la constitution. Mais comme il n'est intéressé que par le fait de ramener les compteurs à zéro et pour s'octroyer une présidence à lui, il n'a pas trouvé le moyen de changer les dispositions relatives au nombre de mandats. Il a préféré violer la Constitution en changeant de Constitution alors qu'il n'y a aucune disposition qui lui permettait de le faire. Et dans tous les cas, il a juré de respecter une Constitution qui stipulait que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Donc ça, c'est un parjure. Le refus d'installer la Cour de justice, c'est une violation de la Constitution. Le fait que des milliers de Guinéens soient tués à bout portant et qu'il n'y ait jamais d'enquête, il n'y ait jamais de sanctions, même pas administratives. Et ça, c'est une violation de la Constitution et des lois de la République. Donc il s'est rendu coupable de manquements graves à son serment et aux lois de la République. Et si la Cour de justice était là, elle aurait jugé M. Alpha Condé pour haute trahison. Donc, puisque cette Cour de justice n'existe pas, vous faites montre de jurisprudence vous-même en évoquant les parjures dont il s'est rendu coupable et de ne plus le considérer comme président. De ce fait-là, comment vous voyez vos rapports? Je ne sais pas si jamais il se rétractait et qu'il voulait que les choses reviennent à la normale avant fin 2020, qu'il vous appelait à une rencontre, déjà que vous ne le reconnaissez plus comme président, comme chef d'État. Écoutez, s'il fait amende honorable, il renonce à son projet de coup d'État constitutionnel et qu'il veut vraiment organiser les choses conformément à la loi et conformément à ses serments, écoutez, l'autre interprète, les choses changent, le contexte change, et en ce moment, on considère qu'il est revenu à la raison et qu'il a vraiment renoncé justement à perpétrer ce coup d'État constitutionnel dans lequel il est engagé. Donc au-delà du fait que vous ne le reconnaissez plus, vous avez décidé que demain, jeudi, soit une journée de mobilisation. Est-ce qu'elle va être continuelle? Pratiquement, qu'est-ce que les populations qui adhèrent à votre démarche devront faire? Et est-ce que vous tenez coûte que coûte à empêcher ce double scrutin le dimanche à venir? Ce sont là les questions qui se posent. On va essayer d'y trouver les réponses dans la deuxième partie de cette émission Café Débat, juste après. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Évidemment, nous parlons de crise politique et de ces quelques heures qui restent avant le double scrutin du dimanche, voulu par le président de la République et défendu évidemment par son camp et bien d'autres partis politiques de l'opposition. On va dire rejeté par beaucoup de partis aussi de l'opposition républicaine, dont l'UFDG. Alors, pour parler de comment vous allez pouvoir empêcher ce scrutin, ce sera, on va dire, le dernier sujet. Mais parlons d'abord de ces résolutions de l'Union européenne et le retrait de l'OIF du processus. Comment est-ce que ces deux faits sont reçus par le FNDC, par l'opposition politique dont vous êtes le chef de file? D'abord, on s'est réjoui de la résolution adoptée par le Parlement européen demandant à Alpha d'arrêter de massacrer ses compatriotes et de renoncer à son projet illégal et conflictogène de troisième mandat. On aurait souhaité que la CEDEAO et l'Union africaine le fassent avant, mais l'Union européenne, le Parlement européen l'a fait. Je pense que ça s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou qui régit la coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Vous savez bien que dans cet accord de Cotonou, les pays ACP bénéficiaires de l'aide européenne se sont engagés à respecter un certain nombre de valeurs, démocratie, état de droit et droits humains. Et faute de quoi, naturellement, l'article 96 joue, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir un dialogue avec le pays pour l'amener à respecter justement ces valeurs qui sont contractualisées dans l'accord de Cotonou. Et si vraiment le pays persiste, eh bien on peut aller jusqu'à jusqu'aux sanctions, jusqu'à la suspension de la coopération financière, dans les sanctions.
Il y a d'autres sanctions, bien entendu, qui sont prévues. Nous étions contents que l'Union européenne déjà interpelle donc le président guinéen pour qu'il arrête de massacrer ses compatriotes et qu'il renonce à ce troisième mandat qui remet en cause les maigres acquis démocratiques dans ce pays. L'OIF, alors là, les fiefs, pour parler de cette décision de l'OIF, il est important de rappeler un peu cette histoire du fichier. Pour organiser son coup KO, ils ont fait un coup avec la complicité de la CENI. Ils ont supprimé le système AFIS qui permet d'identifier et d'éliminer les doublons dans le fichier. Ils ont bourré le fichier. En 2015? En 2015. En 2015, lorsqu'on a vu les résultats de la révision, on constate déjà qu'à l'époque, 54% de la population vote. Alors qu'en 2010, c'est seulement 39% de notre population qui vote. Il y avait beaucoup d'autres anomalies statistiques. Donc l'opposition a demandé à ce que ce fichier soit audité pour expliquer un peu ces anomalies statistiques. On avait de fortes appréhensions quant à la corruption effectivement du fichier pour favoriser ce coup KO de 2015. Alors, on a obtenu ça au forceps, très difficilement, mais lorsque l'audit a eu lieu, réalisé par l'Union européenne, les Nations Unies, sous la direction de l'OIF, on s'est rendu compte que la Guinée n'avait pas de fichier digne. Les plus fortes anomalies étaient les suivantes. 3 100 000 électeurs étaient enrôlés sans qu'ils ne soient soumis au dédoublonnage. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à savoir s'ils étaient déjà enregistrés, s'ils sont enregistrés 2 ou 3 fois. Parce qu'on cherche à expliquer l'explosion du fichier électoral. On se rend compte qu'1 562 000 n'avaient pas de données biométriques. Ça fait déjà 70% pratiquement du fichier. Donc, les experts recommandent que ce fichier soit vraiment remis dans les normes. C'est-à-dire qu'il soit un fichier biométrique digne de son nom. Donc, ils recommandent que tous les électeurs reviennent se faire enregistrer correctement. Je rappelle que certains étaient enregistrés avec 10 doigts, d'autres avec 8 doigts, donc le fichier n'était pas homogène, ça c'est une autre anomalie. Donc on demande à ce que tout le monde vienne, c'est dans le rapport. Le rapport a été validé au comité de suivi, où il y a membres du gouvernement, où il y a l'opposition, où il y a la mouvance. Donc on valide le rapport, on demande à ce que les recommandations soient appliquées. Bon, malheureusement, le président de la CENI, avec certains caciques du pouvoir, ne voulait pas. Parce que ça va priver le pouvoir d'un atout majeur, parce que le fichier est en sa faveur. Donc, on avait aussi analysé le fichier, comment il a explosé entre 2010 et 2020. Parce que, bon, je reviendrai là-dessus, on s'était rendu compte que le pouvoir n'a pas voulu que d'abord les recommandations ne soient appliquées. Donc dans la déclaration de la CENI, du président de la CENI, qui disait qu'à l'issue de cette révision, on avait 8 300 000 électeurs, et dont il y avait 3 millions qui étaient venus se faire réenrôler, conformément à la recommandation. Il y a 3 millions qui ne sont pas venus, et puis il y a 2 millions qui n'étaient pas dans le fichier, qui étaient venus parce qu'ils avaient atteint 18 ans. C'était contraire. Et après, les 3 millions qui ne sont pas venus, ce qui était prévu qu'on ne les retient pas dans le fichier avec lequel on va aux élections. Jusqu'à ce qu'ils prouvent leur existence. Il faut savoir qu'on a des appréhensions, certaines n'existent pas. C'est des doublons, des fictifs. Donc pour prouver qu'ils existent, il faut qu'ils viennent pour prouver qu'ils n'existent qu'une fois, il fallait qu'ils viennent. Et puisqu'on avait renforcé le système AFIS, il y a un temps la technique a évolué, il y avait un autre plus performant qu'on va introduire dans les machines pour identifier les autres. Alors malheureusement, il y a la moitié des électeurs qui étaient dans le fichier de 2015 qui devaient être vus, qui ne sont pas venus. Mais ils les ont maintenus dans le fichier. Donc, notre appréhension, c'est que la plupart d'entre eux, c'est des fictifs, c'est des mineurs, c'est des doublons. Et c'est pourquoi ils devaient venir démontrer qu'ils ne le sont pas. Et donc, on a maintenu ces 8 300 000, ce qui correspondait à 68% de la population. Non seulement on trouvait que les 54%, c'était trop par rapport aux normes dans la sous-région, mais pendant cette révision, il procède à l'enrôlement massif encore de mineurs et il maintient
les doublons et les fictifs dans le fichier. Ce qui donne les 8 300 000. Et après, on est descendu à 7 millions. On a descendu à 7 millions parce que, bon, après, parce que même le pouvoir a trouvé que c'est trop. On a dit, ah, Kébéla, il n'est pas intelligent. Regarde, il est allé au-delà de ce dont on avait besoin. Donc, ils ont réduit, comme ça, dans quelques personnes, notre arrêt à 7 600. Mais avec 7 700, ça fait déjà 63% de la population. C'est anormal. Nulle part dans la sous-région, ça dépasse 41%. Nulle part. Sierra Leone, Ghana, Libéria, Sénégal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est 31% de la population qui vote. Donc, bien. Nous, on a estimé d'abord que, bon, non seulement la recommandation de la mission d'audit qui était conduite par l'OIF n'a pas été appliquée, or ça, c'est contraire à la décision. Et ensuite, on a enrôlé pendant cette révision plus d'enfants et de mineurs qu'on l'avait fait en 2015. Si bien, on a un fichier qui ne ressemble à aucun fichier dans la sous-région. Donc le premier grief de l'opposition politique, pourquoi elle n'a pas participé à ces élections, on a dit qu'il faut d'abord qu'on assainisse le fichier et qu'on applique les recommandations qu'on a validées au niveau gouvernemental. Et même le président de la République s'était engagé à veiller à ce que ces recommandations soient appliquées vis-à-vis de l'OIF. L'OIF avait beaucoup de démarches pour obtenir ça, elle n'a pas obtenu. Donc son retrait vous conforte parce que c'est clair, les chiffres sont là. Vous pensez que ça discrédite en même temps davantage le processus? Non, bien entendu, donc nous saluons cette décision, même si elle est un peu tardive, mais je sais qu'à l'interne, l'OIF a travaillé pour qu'on puisse assainir le fichier avant d'aller aux élections, parce que là, ce n'est pas un scrutin équitable. Le candidat du RPG peut passer au premier tour aux élections présidentielles, et pendant le référendum, Alpha voulait garantir le triomphe. Il a créé ce fichier pour l'emporter aussi bien aux législatives, au référendum, que la présidentielle de 2020. On ne peut pas cautionner ça. On ne fait pas la politique pour simplement être président. On fait la politique pour participer à la construction d'une démocratie apaisée et à la construction d'un véritable état de droit qui garantit l'égalité des citoyens et leur exercice de tous leurs droits. Malheureusement et visiblement sur le terrain, le retrait de l'OIF, les résolutions de l'Union européenne n'arrêtent pas Alpha Condé, puisque après le retrait de l'OIF, ils ont maintenu leur position, et la CENI aussi bien sûr pense que cela ne met pas en cause le processus. Donc ça veut dire que le double scrutin va se tenir le 1er mars, et donc vous pensez qu'il faut empêcher, et à partir de là vous appelez les gens à la mobilisation demain. Quelle autre stratégie vous allez déployer? Est-ce que vous appelez les gens à se soulever ou à manifester, à faire des sittings, à faire quoi demain jeudi? Est-ce que c'est demain jeudi seulement, ou est-ce que c'est continuel, c'est tous les jours jusqu'en fin d'année ou jusqu'au dimanche? Et après, qu'est-ce que vous dites des propos du président, qui dit que tous ceux qui décideront d'empêcher, dans un premier temps il faut les frapper, dans un second temps il faut s'occuper d'eux? Oui, bon, écoutez, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On a dit aux Guinéens de se mobiliser contre un coup d'État. Demain. Un coup d'État à partir de demain. Il ne s'agit pas de sortir demain et de rentrer jusqu'au dimanche, pour vraiment protester et empêcher par tous les moyens légaux la réalisation de ce coup de force. C'est leur droit de citoyen, c'est leur droit, c'est leur pays, notre pays à tous, et tous ceux qui se sentent concernés et aptes à sortir, se rassembler, marcher dans leur quartier pour montrer leur opposition farouche à ce coup d'État. Ils sont invités à le faire, et nous comptons sur eux. Nous savons que c'est leur volonté. Personne ne veut justement de ce changement de constitution qui n'a aucun justificatif, aucun motif, sinon d'assouvir. Donc la mobilisation auquel vous faites appel, ce n'est pas demain seulement, c'est demain, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche. Au moins. Et s'il y a lieu, on le fera au-delà du dimanche. Parce que notre combat pour l'avènement d'une société démocratique, d'une société plus juste, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, ne s'arrêtera pas dimanche. Nous faisons la politique pour ça, pour le peuple. Il y a un seul fauteuil présidentiel. Vous savez, si les Guinéens font confiance, c'est à eux de choisir le président. Ça, c'est un coup d'État pour se maintenir au pouvoir. On refusera jusqu'à ce que la victoire soit obtenue. À ce titre, vous craignez aussi des affrontements dès lors que vous voulez que vos partisans se mobilisent à partir de demain et que le scrutin soit empêché, et que de l'autre côté, le président, je l'avais dit tantôt, demande à ce qu'on frappe ceux qui viendraient pour empêcher. Vous savez, Alpha Condé, il est hors la loi. Comment voulez-vous qu'un président de la République demande à chacun de se rendre justice?
de frapper les gens qui viennent au niveau de c'est ainsi qu'il demande aux gens de tirer sur les manifestants. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on dise, on aurait dit il faut les arrêter, les déférer, les juger, à la limite, mais il faut les frapper ou il faut les tuer. Ça, seul Alpha Condé peut faire ça en tant que président. Et vous voyez déjà les violences qu'on a subies, on est à 36 morts. De ce fait, est-ce que vous ne 36 morts, je parle seulement de la lutte contre le changement de constitution. Depuis le 36 morts jeunes, dont la plupart ont moins de 20 ans, et qui n'auront pas, comme ceux qui ont été tués avant eux, droit à la justice. Parce que M. Alpha Condé ne veut pas du tout se mettre les policiers et les gendarmes sur le dos, et il évite que toute commission d'enquête ou d'investigation ne soit mise en place pour savoir qui a tué. Et les pauvres proches de ces gens n'auront jamais droit à la justice. C'est vrai, c'est ça, Alpha Condé. Et c'est pour tout ça qu'il est devenu indigne de la fonction présidentielle. Et le fait qu'on demande à l'armée de façon préventive de s'impliquer, n'est-ce pas, de s'ajouter à la police pour sécuriser, vous pensez que tout ça laisse craindre des exactions? Ça aussi c'est illégal, mais Alpha s'en fiche du droit. Aujourd'hui c'est un communiqué, un message radio du chef d'état-major de l'armée de terre qui invite l'armée à sortir. C'est illégal, sauf seul le président de la République peut prendre un décret pour sortir, faire recours à l'armée. Mais il s'en fiche de la loi, il a dit à son chef d'état-major de l'armée de terre de faire ça. Ce n'est pas légal, c'est illégal et on ne peut pas sortir l'armée pour assurer le maintien d'ordre. Donc une fois encore, est-ce que vous craignez pour les 72 heures à venir ou les 4-5 jours? Ça dépendra d'Alpha Condé. S'il dit aux gens de ne pas tirer, je pense qu'ils ne tireront pas. Mais comme ils savent que lorsque tu tues un opposant ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Alpha, tu bénéficies d'une impunité totale, certains ne manqueront peut-être pas de faire usage de leur arme à feu, hélas. Il y a les Guinéens qui prennent d'assaut les ambassades, là c'est pour terminer, à l'extérieur du pays, en Sierra Leone, je crois en Belgique, à Londres. Quel regard vous portez sur ça? On pense que, et on dit que c'est vous qui les motivez à aller s'attaquer aux ambassades. Pourquoi moi? Donc à donner la preuve. J'ai dit aux gens de refuser les élections, mais on n'a pas dit d'aller casser les ambassades. Bien. Dernier mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent, peut-être à commencer par le président Alpha Condé lui-même et aux partenaires au développement et puis à tous les Guinéens en 30 secondes. Je commençais par les Guinéens. Je voudrais inviter tous les compatriotes épris de paix, de démocratie et de justice se mobiliser pendant ces 4 derniers jours pour empêcher la perpétration d'un coup d'État constitutionnel. Il s'agit de défendre votre avenir, l'avenir de vos enfants. Il s'agit de défendre des valeurs qui sont chères au peuple de Guinée, la démocratie, l'état de droit, les droits humains. Il s'agit de défendre la bonne gouvernance, capable de vous apporter les moyens de vivre dignement en vous apportant le travail. Parce que ce pouvoir n'a pas été à la hauteur ni de ses promesses, ni de ses devoirs. Et en plus, M. Alpha Condé a décidé de trahir son serment et de trahir le peuple de Guinée. Mobilisez-vous, vous êtes victime d'injustice, vous êtes victime de trahison, mobilisons-nous pour l'empêcher de perpétrer ce coup d'État constitutionnel. Merci M. le Président, à très bientôt. Merci. Voilà, à vous, qu'est-ce qu'on peut dire, sauf que nous sommes finalement dans un climat tendu et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Dieu sauve la Guinée. Merci de votre attention. Amen. À demain pour un autre numéro. Au revoir. Merci.